D'accord. Bon, j'ai peut-être une question, un témoignage aussi. J'ai perdu ma mère il y a très peu de temps là et je suis dans cette phase difficile du deuil de la perte d'une maman, même à un âge, enfin, pour ce qui me concerne, avancé malgré tout. Et j'ai découvert à quel point j'étais pas préparé à accueillir ce deuil, bien qu'engagé dans des démarches. Je vous suis, je suis quelques approches où on peut avoir à un moment donné l'impression que ça va nous préparer à supporter davantage la douleur. Et en fait, je me suis senti très démuni en fait par rapport à cette perte. Euh, Même si peut-être que là, dans un deuxième temps, je parviens à revenir un peu vers vous, vers ce type d'approche. Et voilà, il y a l'accueil de la mort d'un proche ou d'un deuil est quand même est une expérience qui est très douloureuse dans le corps, très douloureuse physiquement. Et je ne sais pas si entre une personne qui est pas du tout dans ces voies-là et une personne comme moi qui essaye de cheminer, qu'est-ce que, quel est le réconfort que j'obtiens davantage? Je me suis beaucoup interrogé au moment où c'est arrivé et je me suis senti en fait totalement démuni et très seul. Se sentir démuni, être très seul, c'est une forme d'honnêteté. Par contre, suivre une démarche spirituelle, c'est une forme d'imaginaire. Donc là, vous avez rencontré quelque chose de profond, d'essentiel en vous, et on va dire, vous devez vivre avec ça. On perd tous nos parents, ou nos enfants, ou nos amis, voilà, tôt ou tard. Donc c'est très important d'être tout à fait honnête avec le ressenti, de ne pas faire semblant, de ne pas essayer de ne pas sentir si on sent, de ne pas essayer de changer l'émotion si elle est là, mais d'être vraiment, profitez-en pour être, c'est une forme de remise à nu, parce que là, on ne peut pas faire semblant. On peut faire semblant quand tout va bien, mais quand il y a une chose comme ça, et voilà, tout ce que vous avez pu fabriquer ne sert à rien. Et c'est super de se rendre compte. Vous avez retrouvé ce qui est essentiel, c'est-à-dire cette vulnérabilité, mais la vulnérabilité est de deux sortes. Elle est au niveau de la sensibilité, et c'est normal qu'un homme avec sa mère ait une relation très forte, et comme une fille avec son père généralement, et quand il y a un deuil, oui, on le sent fortement. Mais ensuite, il y a l'élément surimposé, qui est l'élément de l'attachement, et ça, c'est quelque chose qui doit être vu. Il y a une énorme mémoire physiologique, c'est-à-dire que euh, selon la fréquentation que vous aviez avec votre mère, le temps que vous passiez avec elle, il y a une mémoire qui est là. Et cette mémoire prend du temps. Parce que c'est un peu comme quand vous arrêtez de fumer, même si vous avez vu clairement quelque chose, votre psychisme l'a vu, mais corporellement, il va y avoir encore des moments de dynamique vers la cigarette, même si vous ne fumez plus. Hmm. Et là, c'est pareil, il y a une mémoire. Moi, je me rappelle quand ma mère est morte, comme elle était aveugle les 7 dernières années de sa vie, je vivais avec elle pour pouvoir l'aider au maximum. Elle vivait à un étage, moi je vivais dessous, et c'est vrai que pendant quelques mois, quand je montais à l'étage, et je sentais quelque chose, pas qui manquait psychologiquement, mais il y avait une différence. J'ai mis quelques mois à ce que mon corps me donne plus d'informations. Tiens, il y a quelque chose qui manque. Oui, Ça, c'est organique. C'est un peu comme les gens qui vivent maritalement, qui dorment ensemble 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand un disparaît. Et physiologiquement, même si vous avez une forme de liberté vis-à-vis de vous-même, il va y avoir un manque. Ça, c'est vraiment organique. Si vous arrêtez le sel, vous pouvez l'arrêter d'un coup, mais pendant quelques mois, vous allez voir que votre corps a cette mémoire et les aliments vont vous paraître insipides sans sel. Voilà. Donc ça, je dirais, on n'y peut rien, et c'est, à la limite, c'est une forme de fonctionnalité dans le sens, comme c'est dans le temps, progressivement,
votre corps va se déshabituer à la voix de votre mère, à son odeur, à ses manies, à l'image que vous aviez d'elle, etc., etc. Et ça se prend dans le donc le fait que ça se passe dans le temps fait qu'il y a une forme d'harmonisation qui va se faire, c'est pas trop violent. Par contre, psychologiquement, c'est important de voir quand vous êtes seul dans votre chambre et que votre mère manque. Là, c'est pas physiologique, c'est un élément psychologique parce que ça représentait une forme d'appui, inévitablement. Même si elle est sénile, etc., il y a quand même une mémoire que toute votre, au moins pendant toute votre enfance, elle a été, bah, Oui. si elle n'était pas là, vous seriez mort de faim. Mm. Donc ça, c'est normal, mais ensuite, on a ajouté. Ensuite, on n'est plus un enfant, donc on meurt plus de faim quand la mère vous allait plus. Mais on va transposer ça sur d'autres choses. Et on a besoin très souvent de revenir dès qu'il y a une problématique importante. C'est normal qu'on ait cette dynamique de revoir sa mère ou son père. Et c'est ça c'est psychologique. Parce que c'est plus la peine. Autant quand vous avez 2 ans, ben, si votre mère ne vous donne pas à manger, vous êtes mort 3 jours après. Eh oui. Donc il y a une mémoire de ça. Mais quand vous avez 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, non, c'est autrement. Et donc il faut essayer de dissocier les deux, et pas de manière volontaire, mais de simplement constater, est-ce que c'est vraiment votre corps qui a encore une mémoire tout à fait légitime qui va s'atténuer progressivement, ou est-ce qu'il y a l'énorme manque psychologique parce que ben, ça a été comme une femme, comme un enfant, comme une tradition spirituelle, dire chacun comme un club de football pour certains, une forme de sécurité. Et ça, par contre, c'est à vous de vous rendre compte affectueusement, sans violence, parce que ce qu'on ressent, on ne peut pas ne pas le ressentir. Donc, quand il y a une tristesse, elle est légitime. Et ça va également partir progressivement. Mais physiologiquement, le manque va rester là quelque temps. Mm. C'est pas tellement un manque, c'est un repère qui est plus là. C'est un peu comme si vous passez du désert du centre de l'Afrique au Groenland. Votre psychique peut le faire en 15 heures, mais votre corps va avoir une mémoire et c'est vraiment, quand on a un certain âge en plus, donc on a une longue fréquentation de quelqu'un, et c'est vrai que pendant très longtemps, quand vous allez voir tel endroit, ou quand vous allez manger telle chose, ou quand vous allez entendre telle chose, il va y avoir une mémoire que peut-être il y a un lien avec votre mère. Voilà, mais ça c'est léger, à la limite c'est sympathique. Moi, il m'arrive de certaines situations, ça me fait penser à mes parents. C'est pas, il n'y a pas de tristesse, ça c'est comme ça, ils sont morts et je suis content pour eux, mais c'est inévitable. Le cerveau fonctionne par association. Donc, quand on a associé quelque chose avec quelque chose, ben, pendant longtemps, on associe un œuf dur avec du sel. Et quand vous prenez sans sel, en fait, il manque quelque chose. Mm. Notre cerveau fonctionne par la répétition, c'est la sécurité. Et donc voilà, donc c'est tout à fait normal, mais ça va bouger plus vite que ce qu'on le croit. Sur le moment, on se dit, mais jamais je pourrais penser à ma mère sans être triste, etc. Puis vous allez voir après, dans quelques temps, vous serez heureux de penser à elle parce que ben, voilà, c'est beau de penser à quelqu'un. Et puis le mot mort est un mot comme un autre, c'est un mot, une invention des vivants, mais ça peut dire grand-chose. En tout cas, la tristesse va vraiment disparaître. Mais il faut accepter le temps. Il faut accepter le temps de deuil. C'est pas un deuil psychologique, mais c'est un deuil fonctionnel. Et il faut un certain temps pour que le corps qui est mémoire s'intègre à d'autres éléments. Donc c'est tout à fait normal. Ne cherchez pas de le rendre spirituel, ne cherchez pas de créer Mm. une fabrication, sinon c'est au contraire, c'est une forme d'ajournement qui va se faire. Donc rentrez pas dans les imaginaires, que ce soit du bouddhisme tibétain ou des chrétiens ou des hindous, tout ce genre d'imaginaire après la mort, etc. Parce que là, vous quittez complètement la sphère expérimentale, on rentre dans une idéologie, et là, c'est un peu un sac sans fond. Mm. Merci beaucoup, Eric. C'est Merci à vous. très apaisant ce que vous avez dit. Merci beaucoup.
Bonjour Eric, j'ai une question un peu en rapport avec les questions précédentes, mais plus sur un deuil d'une relation. Euh, En fait, je viens de me séparer de mon compagnon il y a quelques mois. Et au début, c'était difficile. Maintenant, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse, de ressentiment, de colère aussi, par rapport à la façon comment ça s'est passé. Mais je trouve que j'ai trouvé quand même plutôt la paix intérieure. Enfin, c'est beaucoup plus paisible maintenant quand j'y pense ou quand je le vois même. Et on passe même des bons moments, on rit ensemble, etc., quand on se voit. Mais en fait, ça me rattrape dans mon sommeil, c'est-à-dire que j'ai des rêves très anxiogènes par rapport à ça. Et j'ai des rêves où, en fait, ça se rejoue, mais de façon encore plus exacerbée. Je le vois me tromper, enfin, je suis vraiment enragée dans mes rêves et du coup, je me réveille avec encore ces sensations très fortes, en fait, très serré dans la poitrine. Et je sens que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé au niveau inconscient. Enfin, en tout cas, ça revient dans mes rêves. Je ne sais pas si vous avez des conseils à me donner. Le rêve vous signifie comment vous avez vraiment fonctionné. S'il y a encore une rage, s'il y a encore une tristesse dans le rêve, c'est-à-dire qu'effectivement, la situation n'est pas résolue. Et c'est normal. Une séparation affective, encore une fois, c'est comme un deuil, effectivement. Ça se joue dans le temps. Et il y a des tas de choses qui vont vous rappeler la relation, et avec des moments agréables et des moments difficiles du fait qu'il y a une séparation. Après, la colère, c'est quelque chose qui quitte parce que la colère, c'est quand je vois mal quelque chose, parce que ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver, pas pour des raisons morales, pas parce que c'est juste, mais parce que ça arrive. Et donc, à un moment donné, vous devez vivre avec la réalité parce que c'est pas comme si vous aviez le choix. Donc, c'est plutôt bien que vos rêves amènent cette complexité parce que ça veut dire que vous ne faites pas semblant. S'il n'y avait pas ces rêves, vous pourriez dire, mais voilà, maintenant je suis libre de ma relation. Non, vous n'en êtes pas libre, c'est super de le voir. Donc, le rêve, c'est votre conscience qui vous dit, il y a encore des choses à voir là-dedans. Nous, on décide qu'une relation est finie, oui, mais ce qu'on décide est à la surface, la réalité est différente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses en vous qui sont liées à cette personne, à cette relation. C'est complètement normal. Donc, faites pas semblant que. On peut dire c'est fini. Et quand je dis c'est fini, ça ne veut rien dire parce que c'est pas fini. Oui, vous pouvez ne plus vous voir, vous pouvez ne plus avoir des liens affectifs, mais vous ne pouvez pas empêcher l'émotion. Donc, Mm. quand une relation se finit, c'est quand l'émotion c'est fini également. Et ça, encore une fois, c'est dans le temps, et c'est l'honnêteté avec ce que vous ressentez qui est important. Donc, pas faire semblant que c'est fini. Oui, peut-être que vous ne voyez plus, peut-être que vous ne couchez plus ensemble, mais il y a quelque chose qui est encore là. C'est normal quand il y a une relation avec une affection profonde, ça prend du temps que quelque chose s'arrête. Ça va s'alléger. Vous avez déjà eu des séparations avec d'autres hommes et maintenant, l'homme que vous avez quitté il y a 10 ans, il y a 5 ans, quand vous y pensez, vous êtes sereine, vous êtes triste, vous n'êtes pas triste, vous êtes heureuse. Donc là, ça va faire pareil. Et sur le moment, il faut accepter justement que le temps, que le corps vit dans le temps, et donc il faut un certain temps pour que le corps quitte son habitude. Par contre, quand vous avez cette colère, etc., et ça, c'est vraiment important de vous mettre en question, pas vous mettre en question moralement, mais pratiquement, vous savez, vous pensez il y a quelque chose qui n'était pas juste dans la séparation, dans la relation, et ça, il faut mieux regarder, parce qu'il n'y a pas dans la vie des choses justes ou injustes, il y a ce qui est là, Mm. et c'est vraiment une question de regard, ce qui est juste pour l'un est faux pour l'autre. C'est respectable dans les deux cas, mais à un moment donné, la colère est quelque chose qui doit vraiment vous quitter, parce que euh, les choses arrivent, ça semble être personnel, on a l'impression que vous avez décidé quelque chose, la vérité, c'est décidé malgré vous. Mm. Et une relation, quand vous commencez une relation, quand elle se finit, c'est des éléments beaucoup plus profonds que ce qu'on perçoit. Nous reste souvent à la surface des choses et on commence une relation alors qu'en vérité, elle avait déjà commencé. Et puis quand on dit c'est fini, en réalité, il y a quelque chose qui se continue au niveau profond, au niveau intérieur. Donc,
un moment donné, les choses sont plus souples que ça. Mais je pense que c'est important que le rêve vous signale qu'il y a encore des éléments affectifs qui sont là et de Mmh. simplement les constater. Par contre, quand vous vous réveillez du rêve, c'est important de pas, mettons le rêve, il y a une colère, il y a une rancœur, ou peu importe, il ne faut pas essayer de passer à autre chose. Il n'y a pas à vous dire: «Je peux prendre une douche, j'oublie le rêve, je vais me mettre sur mon ordinateur ou je vais me mettre sur la tête». Non, non, vous sortez du rêve, il y a encore cette ressenti et heu, vous devez vivre avec, sensoriellement. Vous devez vous avez eu la chair de poule si vous avez eu peur, vous avez eu une émotion, vous avez été triste, vous devez quand vous le levez, vous devez porter encore cette émotion tactile, un peu comme quand vous sortez d'un concert et vous portez la vibration du concert et quand vous sortez d'un rêve, vous devez vivre avec la et progressivement dans la journée, et petit à petit ce ressenti ou de tristesse ou d'excitation ou de peur ou de rejet ou peu importe, ou de colère vont progressivement se défaire et à un moment donné, effectivement, c'est fini. Mais essayez pas de passer à autre chose, c'est très important. Parce que si après le rêve, mettons, vous avez dans le rêve, vous êtes en colère, vous vous réveillez vraiment en colère, vous prenez un café, vous prenez une douche froide, vous vous mettez sur le tapis de yoga, vous n'êtes plus en colère, ça va revenir inévitablement. Parce qu'il faut le laisser vivre et le laisser mourir. Pour laisser mourir quelque chose, il faut le laisser vivre. Et nous, quand quelque chose est là, on veut l'arrêter, et quand vous arrêtez pas, vous le déplacez. Et quand vous allez arrêter de le déplacer, ça va revenir. Quand vous avez un Mmh. tuyau, vous appuyez dessus, ben, l'eau sort plus, mais la pression va augmenter. Et à un moment donné, ça va ressortir. Donc, quand vous avez la chance, après un rêve, après un cauchemar, un rêve difficile, vous vous réveillez, vous avez transpiré, vous avez la chair de poule, vous avez vraiment rester avec, pas de manière volontaire, mais donner la chance éventuellement que vous puissiez rester avec, tactilement, et restez allongé dans votre lit ou asseyez-vous et sentez bien le plexus serré, la poitrine, sentez bien la mâchoire, sentez bien le ventre, sentez bien les épaules, sentez bien. Et vraiment laissez-vous faire, un peu comme vous avez acheté un très bon hachis, vous avez aspiré votre première bouffée, qu'est-ce que vous faites après? Vous faites rien, vous laissez faire et vous allez sentir différents effets. Ça, c'est gratuit, vous n'avez rien à acheter. Vous vous réveillez, il y a encore la tristesse, le serrage sur la poitrine, laissez-vous faire, sentez ce qui est là, comme vous voulez écrire un roman sur une femme qui se réveille, qui a un rêve difficile. Mmh. Vous voulez décrire son réveil. Donc, comment elle sent? Est-ce que c'est plus lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est une expansion, une contraction? Tout ça, vous connaissez très bien tout ça. Donc, essayez de rester au niveau sensoriel sans que ce soit volontaire. Vous ne dites pas je dois sentir, vous ne devez rien du tout. Si c'est trop compliqué, vous faites Kapalabhati ou vous prenez une douche froide. Mais si vous pouvez, essayez de garder la sensation et ça ne va pas le mener au contraire. C'est parce que vous laissez vivre cette sensation que la tension dans la poitrine, et vous allez vous laisser faire, et en fait, ça va se défaire naturellement, progressivement. Quand ça a commencé à bouger, vous pouvez aller sur votre tapis, faire ce que vous avez à faire. Mais c'est important après le rêve de ne pas essayer de quitter le rêve. Mmh. Et vous savez, tout passe, donc voilà. Mmh. Ouais. Et à un moment donné, vous ne serez plus du tout en colère parce que vous avez passé un moment avec cette personne, c'était important pour vous, c'était important pour lui. Et si quelque chose s'est arrêté, ça veut dire d'autres choses pour vous et pour lui. Il n'y a pas vraiment de drame. Ouais. Non, je suis consciente, merci, bon, je suis consciente, que voilà, c'est pour le mieux mais oui, il y a quelque chose au niveau il y a encore quelque chose qui est là, donc oui, C'est merci, je normal, hein. vais Vous savez, en mmh tant que femme ou en tant qu'homme, quand il y a une séparation, il y a toujours une mise en question, toujours l'impression qu'on a fait quelque chose pas bien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce que l'autre aurait dû faire, qu'est-ce que mh. l'autre aurait dû faire. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire ou non et l'autre non plus, parce qu'on est mu par des choses tout à fait incompréhensibles. La vie n'est pas compréhensible. Donc c'est une simplification en disant j'aurais dû faire ça, il aurait dû faire ça, il aurait pu faire ça, j'aurais pu faire ça. C'est pas vrai. La preuve, ça s'est pas fait. Quand il y a une tempête, il ne peut pas ne pas y avoir de tempête. Ça s'appelle vivre avec la réalité. Donc il faut lever l'imaginaire, on aurait pu, on aurait dû. Là, on rentre vraiment dans un conte de fées. Mmh. Merci Eric. C'est à vous.
Bonjour. Je suis, j'ai voyagé à Cuba en juillet et j'ai rencontré, enfin, ça m'a beaucoup bousculé. J'ai rencontré beaucoup de tristesse chez les gens. Beaucoup, c'était très désemparé et j'ai beaucoup compati et il y a eu beaucoup de partage, d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de solidarité. Et j'ai partagé, donc j'ai passé 3 semaines là-bas et en revenant, j'ai quitté quelque chose qui m'a beaucoup émue. Donc, mon cœur est encore là-bas et je me sens divisée. Je me sens divisée ici. Donc, je suis rentrée en France. J'ai passé une semaine un mois de vacances et après, là, j'habite au Maroc. Donc, je vis ma vie chez moi, ma vie de couple et mon travail, mais je me sens encore en décalage avec mon cœur divisé là-bas et pas, pas toujours bien ici. Et ça m'arrive même de pleurer. C'est comme quitter une relation forte, une relation avec plusieurs gens, avec pas un peuple, mais plusieurs gens que j'ai rencontrés dans un village notamment, avec qui j'ai créé des liens très forts. Je pense beaucoup à eux et je me sens loin et je sais que je pourrais pas y retourner avant un an et donc je me sens triste. Voilà, c'est en lien peut-être avec le deuil d'une relation et ce qu'on a dit avant. Donc voilà. Vous savez, quand vous voyagez dans des pays comme ça, qui ont des situations économiques ou politiques un peu plus complexes, on va dire, que nous, c'est normal que vous soyez affecté. Vous soyez allé au Tibet, vous soyez allé au Yémen, vous soyez allé en République du Congo, vous soyez allé en Somalie, vous soyez allé dans les pays Bougou, vous soyez allé dans de nombreux pays du monde, vous soyez allé en Ukraine ou à Gaza, vous avez aussi pu avoir des liens profonds avec des gens et quand vous soyez revenu, vous auriez trouvé votre vie un peu fade et un peu mondaine par rapport à ces gens-là. C'est normal, ça s'appelle la vie. Et on ne se rend pas compte dans nos sociétés modernes combien une petite frange de l'humanité vit de manière extraordinairement luxueuse et une grande majorité de l'humanité n'a pas accès à ce luxe. C'est bien de s'en rendre compte. Ensuite, vous devez être pragmatique. Est-ce que vous pouvez changer le système économique et politique à Cuba? Oui ou non? Si vous avez une capacité d'intervention militaire, pourquoi pas, mais sinon, c'est pas la peine de souffrir pour rien. Moi, j'ai beaucoup d'amis tibétains, je ne souffre pas de ce qui se passe au Tibet parce que ma souffrance ne servirait à rien. Donc, à un moment donné, vous devez rendre compte que votre devoir en tant qu'être humain, c'est d'être heureux. Quand vous êtes heureux, vous aidez votre environnement. Vous vivez au Maroc, le Maroc a aussi besoin de, de tranquillité et de joie. Et si vous vivez en France, la France en a aussi besoin. Si la vie fait que vous êtes dans un autre pays, bien sûr, il faudra faire la même chose là-bas. Mais on ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas être sur tous les conflits du monde. Euh, et à un moment donné, il faut arrêter, je dirais presque, de se perdre mentalement dans d'innombrables conflits. Parce que ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de savoir combien il y a de morts à Gaza tous les jours, combien il y a de morts en Ukraine, combien il y a de morts en République du Congo, combien il y a de gens dans les prisons qui sont massacrés au Tibet. Vous n'avez pas besoin de savoir ça parce que c'est des informations stériles qui plaisent à notre orgueil géopolitique. C'est très sympathique dans les conversations mondaines, les Français adorent ça, mais ça ne sert à rien aux gens qui ont ces problèmes, aux gens qui vivent dans ces situations. Donc ça n'empêche pas, si vous pouvez aider financièrement des gens à Cuba ou ailleurs, de le faire, ça n'empêche pas, si vous pouvez aller les voir, c'est super et c'est parfait. Et c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans ces pays-là que d'aller passer des vacances aux Seychelles. Mais par contre, être triste, ça c'est quelque chose que vous devez mettre en question parce que ce soit au Maroc ou en France, il y a des gens qui ont besoin d'aide aussi. Et donc, vous n'avez pas le droit d'être triste parce que plus loin, il y a des gens tristes. Si vous ne connaissez pas de gens tristes, allez dans les urgences le samedi soir. Voyez les jeunes qu'on ramène après un accident de voiture. Allez dans les prisons, allez dans les mouroirs.
vous allez voir, il y a des tas de gens qui ont besoin d'aide, en France et au Maroc. Donc vous êtes là pour aider ces gens-là. Donc que ce soit dans votre vie affective, dans votre vie humaine, dans votre vie, vous devez être là pour faire le maximum pour votre environnement, c'est votre devoir en tant qu'être humain. Et où vous êtes, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc vous devez être tout à fait pragmatique. Quand vous êtes ici, occupez-vous des gens autour de vous, de vos voisins, de la périphérie autour de vous. Faites le maximum pour aider la société où vous vous trouvez. Et si vous retournez là-bas, bien sûr, faites le maximum pour aider ces gens-là, euh, dans la mesure de leur capacité, pas dans la mesure de vos capacités. Parce qu'ils sont dans des situations géopolitiques complexes, et ce qui peut nous sembler juste, etc., peut être très compromettant pour eux. Donc c'est à vous de vous adapter intelligemment, de faire ce qui est fonctionnel pour eux et non pas pour nous. Et souvent, quand on va dans des pays qui ont des systèmes politiques qui nous paraissent plus complexes, on a une difficulté à s'adapter. Le juste et l'injuste sont différents selon les pays. Donc, il ne s'agit pas d'amener nos préjugés de droits de l'homme et démocratiques quand on va dans ce genre de pays, parce que ça ne fonctionne pas là-bas. Il y a d'autres règles, et c'est à l'intérieur de ces règles que vous allez pouvoir, selon vos capacités, légalement ou illégalement, aider l'environnement. Et attention à ne pas partir avec nos idées que, soi-disant, notre manière de vivre en Occident est supérieure et plus intelligente qu'ailleurs, parce que c'est vraiment un imaginaire, c'est un imaginaire qui commence à coûter cher au niveau géopolitique. Donc, notre rôle, c'est d'être heureux. Donc, une relation, c'est fini, donc il y a un problème difficile, une difficulté pour vous. Super, c'est votre travail de vous libérer de ça joyeusement, en acceptant les choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme un deuil. Vous avez un ami que vous aimez, la personne meurt, vous avez le choix de non, donc il faut l'accepter. Et qu'il y a une relation de fini, volonté ou non, il faut aussi l'accepter et vivre avec. Et la capacité de l'être humain à accepter le deuil, c'est ça sa maturité. Et c'est que dans cette maturité que vous allez devenir fonctionnel avec votre environnement. La question que vous devez avoir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon environnement? Qu'est-ce que je peux faire pour mon voisinage? Qu'est-ce que je peux faire pour la société autour de moi? Qu'est-ce qui serait vraiment positif? En quoi est-ce que je peux aider? On a tous des capacités différentes. Il y en a, c'est financier, il y en a, c'est intellectuel, il y en a, c'est avec la puissance de leur bras, il y en a, c'est avec leur... Peu importe. Votre rôle, c'est ça. Par contre, si vous repartez là-bas, bien sûr, c'est super. Mais quand vous n'y êtes pas, vous ne même pas, je ne peux pas y penser, et pas avoir l'élément affectif par rapport à ça. Demain, vous serez morte, il va continuer. Donc, vous pouvez pas, il faut accepter notre propre limite. Donc, quand vous êtes là-bas avec tout ce que vous pouvez, et quand vous êtes ici, négligez pas ce qui se passe autour de vous ici. Parce qu'il y a des gens qui ont autant besoin, différemment. C'est moins dans une urgence financière ici, mais psychologiquement, je pense qu'il y a beaucoup plus de suicides en France qu'à Cuba. Donc les gens ne sont pas en meilleur état. Merci. Et je suis en relation avec plusieurs personnes avec qui on s'écrit assez régulièrement, tous 3 jours, on échange des messages, des photos, et enfin, ça me fait plaisir, je communique volontiers. Et je me demande, est-ce que ça, c'est bon pour moi ou est-ce que ça entretient ma nostalgie de plus être avec eux? Pour moi, c'est une peine d'amitié, en fait, que je ressens par rapport à un, un village, plusieurs personnes que j'ai rencontrées là-bas. Est-ce que c'est bon pour eux? Si c'est bon pour eux, ce sera bon pour vous. Faites-le pour eux, pas pour vous. Super, merci. Merci à vous. Monsieur Barré, bonjour. Je souhaite vous partager mon imaginaire, mon ressenti du moment. Alors, je suis ni maître,
ni gourou, ni sachant, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Je n'ai rien à revendiquer, à justifier, à garder ou à devoir, à devenir. Je marche, je ne sais vers où d'ailleurs, et je vous trouve en plein milieu de mon chemin. Vous m'accompagnez, vous m'allégez, nos discussions sont claires, vos réponses sont naturellement simples et douces à mon écoute, comme si elles étaient les miennes, comme si je pouvais me relâcher dedans, me reposer. Vous êtes comme mon égal, il y a une résonance, c'est confortable et réconfortant. Oui, on est tous pareils. Je pense que tout le monde arrive aux mêmes conclusions, plus ou moins. Donc, ce qu'on dit ici n'est pas quelque chose de personnel, n'est pas quelque chose de différent. Je pense que tous les êtres humains qui regardent leur fonctionnement vont arriver plus ou moins aux mêmes constatations. Donc, voilà, vous avez écouté, vous arrivez à ces genres de constatations. Voilà, il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est pour ça que finalement, la notion d'enseignement, toutes ces choses, à un moment donné, apparaissent vraiment comme un vêtement qu'on n'a plus vraiment envie de mettre, parce que ça peut avoir sa place à un moment donné, puis après, ça paraît un peu étroit. Ce qui est important, c'est ce que vous faites. Vous avez cette dynamique sans savoir, vous êtes à l'écoute. Quand on est à l'écoute, on ne sait rien. Dès qu'on sait quelque chose, on est dans un imaginaire. Vous explorez votre vie à partir de cette écoute. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc c'est tout à fait normal que quand il y a une résonance, pas parce que je dis les choses, mais parce que je dis ce qui s'impose sur le moment, c'est votre propre expérience. Je pense qu'honnêtement, on a tous plus ou moins la même expérience. Après, on peut la formuler de différentes manières selon sa culture, son éducation, ses expériences, mais ça c'est un peu à la surface. Donc, non, tout ce que vous dites vient de l'écoute. Votre vie est portée par cette écoute, c'est ça qui est important. C'est normal qu'on trouve tous plus ou moins la même résonance dans l'écoute. Vic, un jour, je crois vous avoir entendu dire que lorsqu'on a visité tous ces désirs, on n'a plus de désirs. En tout cas, c'est ce que j'avais retenu. Et je vois que j'en ai encore beaucoup. Et dans bon nombre de cas, je ne suis pas capable d'être dans un état d'écoute quand ces désirs surviennent. Ça peut être des désirs d'ordre sexuel, ça peut être parce qu'il y a dans des situations données, il y a une émotion forte qui surgit. Euh, et ce que vous mentionniez tout à l'heure, un sentiment d'injustice et donc de la colère qui va émerger, et je sens comme une contraction qui arrive, pardon, et qui me saisit pleinement. Mais dans l'instant, je ne suis pas capable d'être à l'écoute de ça. Je peux m'en rendre compte plus tard. Dans d'autres cas, ce sont j'allais dire des fantasmes, quelque chose qui n'est pas lié à une situation, mais plutôt une pensée qui apparaît, qui va m'emmener quelque part. Et j'aurais voulu savoir comment visiter ces désirs, euh, sachant que si j'éprouve de la colère et que j'ai envie de tuer mon voisin, si j'ai des fantasmes mais que je ne peux pas les réaliser, de quelle façon je peux les explorer? Merci.
qui est important quand on parle du désir, c'est de se rendre compte qu'on a un seul désir. Ce que vous voulez, c'est être tranquille. Il y en a pour qui être tranquille veut dire tuer leur voisin. Il y en a pour qui être tranquille veut dire acheter une voiture. Il y en a pour qui être tranquille veut dire se marier. Il y en a pour qui, pour être tranquille, veut dire divorcer. Il y en a pour qui, pour être tranquille, veut dire... mais ce que tout le monde veut, c'est être tranquille. Si vous faites l'amour avec votre voisine, après, vous êtes tranquille. C'est ça que vous voulez. Si vous achetez une nouvelle voiture rouge, dès que vous l'avez achetée, vous allez avoir un moment de tranquillité. C'est-à-dire qu'après la satisfaction du désir, vous avez un moment sans désir. Et en vérité, c'est ce moment sans désir que vous voulez. Et ce n'est pas lié à l'objet, parce que vous achetez une Maserati rouge, ou vous la volez, selon vos compétences. Vous êtes vraiment heureux de cette Maserati rouge. Vous vous garez en bas de chez vous, vous montez dans votre salon, vous asseyez dans votre canapé, et vous sentez la joie, vous avez enfin cette Maserati, vous êtes vraiment joyeux. Peut-être après 5 minutes que quelqu'un l'a volée, vous ne l'avez plus, et vous êtes encore heureux. Ça veut dire que la joie ne vient pas de la Maserati rouge, parce qu'elle est peut-être partie, vous avez la brûlée déjà, vous êtes encore heureux. La joie est en vous, elle n'est pas dans la Maserati. Et si on ne vous la vole pas, quelques temps après, vous allez vouloir autre chose. La Maserati va vraiment être indifférente, vous allez voir autre chose. Et cette autre chose, quand vous allez la voir, vous allez avoir un petit moment sans désir. Et après, vous allez voir autre chose. Donc, c'est ce mécanisme qui est important à déceler. C'est de voir que ce n'est pas l'objet du désir que je cherche, c'est la tranquillité que la satisfaction d'un désir me donne. Donc, honnêtement, ce n'est pas important le désir. Chacun, selon sa culture, selon son éducation et sa petite enfance, a tel ou tel désir. Quand vous désiriez devenir un sage, que vous désiriez apprendre le sanskrit, que vous désiriez que votre équipe de football gagne, que vous désiriez que un parti de droite ou de gauche gagne une élection, que vous désiriez coucher votre voisine ou non, c'est pareil. C'est cette idée que si cette chose arrive, là vous allez vraiment être tranquille. Quand j'aurai tué mon voisin, vraiment je serai tranquille. C'est pas vrai. Parce qu'après, il y a autre chose que vous allez vouloir faire pour être tranquille. Donc, nous, on ne s'occupe pas de ce que vous faites et vos désirs, chacun est différent, et il y a des gens qui suivent la loi, il y en a qui la mettent en question, chacun subit les conséquences, c'est pas notre domaine. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que ce que je cherche n'est pas la situation, soi-disant désirée, c'est la tranquillité qu'elle me procure. Et c'est-à-dire au niveau presque technique, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on dit généralement dans cette approche-là, c'est quand la prochaine fois que vous allez désirer quelque chose et que ça va marcher, c'est-à-dire vous avez couché à votre voisine, vous avez acheté un chien bleu, vous avez gagné de l'argent, peu importe, vous êtes content, vous avez réussi ce que vous vouliez faire. Vous sentez cette joie. Donnez-vous à cette joie corporellement. Le tas de billets de banque est là-bas, la femme est là-bas, la voiture est là-bas, ce que vous voulez est là-bas. Asseyez-vous dans votre fauteuil et sentir tactilement, sensoriellement, cette tranquillité. Et puis un jour, vous allez voir ce même objet, vous êtes plus tranquille, vous allez voir autre chose, et à ce moment-là, vous allez avoir autre chose. Et quand vous l'avez de nouveau, asseyez-vous dans votre fauteuil et ressentez la joie, cette tranquillité, vous allez d'avoir eu cette chose. Si vous faites ça de temps en temps, vous allez vous rendre compte que c'est toujours la même joie. Quand vous aviez 3 ans, vos parents vous disaient ça, vous étiez joyeux. Quand vous aviez 6 ans, votre prof de vie vous disait ça, vous étiez joyeux. Quand vous aviez 10 ans, vous gagnez ça à l'école, vous étiez joyeux. Quand vous avez 15 ans, chaque fois, c'est la même sensation de joie. La situation est totalement différente. Quand vous avez 3 ans, vous donnez votre nounours, vous êtes vraiment joyeux. C'est une vraie joie. Maintenant, on vous donne le nounours, on n'a rien à faire. La joie n'était pas dans le nounours. Le nounours vous ramenait à la joie qui était en vous. La joie n'était pas de coucher avec la voisine. Coucher avec la voisine vous ramenait à la joie qui était en vous. La joie n'était pas dans la voiture, etc., etc. Si vous faites ça, je dirais honnêtement, quand vous avez satisfait un désir, quel qu'il soit, que ce soit un désir de glace à la crème, à la vanille,
ou le désir de taper sur votre voisin. Profitez de la sensation après de sans désir. Et si vous faites ça, étrangement, c'est-à-dire si vous arrivez à dissocier la sensation d'être enfin tranquille avec ce que vous avez fait soi-disant pour être tranquille, il va y avoir des moments, malgré vous, un jour vous allez traverser une rue, votre femme n'est pas fidèle, vous avez un problème de santé, vous avez des problèmes d'argent, vos enfants ne sont pas particulièrement sympathiques, et vous allez traverser la rue et vous allez avoir un moment de joie qui va venir, de satisfaction qui vient de rien. Tout va mal dans votre vie et il y a ce moment de satisfaction. Et quand vous allez commencer à avoir des petits moments comme ça va encore accentuer le fait de se rendre compte que la joie est en moi et non pas dans la situation. À ce moment-là, il va y avoir un peu moins de dynamique pour acheter une nouvelle voiture, vous la voulez, coucher avec la voisine, faire ceci ou faire cela. Et comme il y a un petit peu moins d'énergie vers la satisfaction de mes désirs, il va y avoir un petit peu plus de moments où il n'y a rien qui va bien, et pourtant, il y a des moments où je sens vraiment cette tranquillité. C'est un peu un cercle vicieux. Et petit à petit, la dynamique de vouloir obtenir quelque chose pour cette tranquillité va s'éliminer. Et quand il n'y a plus de dynamique vers quelque chose, c'est remplacé par l'effet de satisfaction, je dirais, intime. Ce qui n'empêche pas de vous marier, de divorcer, d'avoir des enfants, d'avoir des voitures, ça n'a aucune importance. Mais vous n'allez plus demander à la situation de vous combler. Parce qu'aucune femme, aucune voiture, aucune situation, aucun gourou, aucune tradition peut vous combler. Parce que vous cherchez quelque chose qui est déjà en vous, qui est révélé par la situation. Quand vous aviez 3 ans, c'est une nounours qui révélait la joie qui est en vous. Quand vous aviez 20 ans, c'est coucher avec la voisine. Quand vous avez 30 ans, c'est une voiture de luxe. Quand vous avez 40 ans, ça vous ramène chaque fois à la joie qui est ici. Elle n'a jamais été dans les situations, même si, quand vous avez 3 ans, vous avez la preuve que la joie est dans l'humours. La preuve, on vous enlève l'humours, vous pleurez, vous n'avez plus rien, et on vous le donne, vous êtes si heureux. Nos preuves sont bidons. La joie n'est jamais venue d'une relation affective, n'est jamais venue d'une voiture, n'est jamais venue de quoi que ce soit. Ça nous a ramené à quelque chose qui était ici. C'est ça qu'il faut vraiment, petit à petit, pressentir. Donc, peu importe les désirs que vous avez, c'est toujours les mêmes. Il y a un seul désir, c'est d'être tranquille, peu importe la forme. Merci. Bonne exploration. Bonsoir, Monsieur Barré. Vous avez dit tout à l'heure que tout passe. Or, dans l'enfance, il y a eu beaucoup, beaucoup de peur, et cette peur ne m'a jamais quittée. Et il y a toujours le plexus qui est serré et je m'aperçois que ça a coloré toute ma vie. Or, j'aimerais bien débusquer cette peur, alors j'essaye de regarder tel que vous le préconisez, mais je ne dois pas bien le faire parce que c'est toujours là. Vous savez, la peur, c'est l'émotion la plus profonde en nous. C'est parce qu'il y a la peur qu'on se marie, qu'on fait des enfants, qu'on achète ceci, qu'on vend cela, qu'on devient bouddhiste, qu'on fait du yoga, qu'on cherche à bien manger, ou qu'on voyage, ou qu'on devient un savant. La peur est à l'origine de toutes les dynamiques. Donc c'est important de le voir, vous le sentez, c'est super. C'est pas exceptionnel, c'est normal. La plupart des gens ne se rendent pas compte. Mais en réalité, quand je veux me marier, c'est par peur. Quand je veux divorcer, c'est par peur. Peur de me rendre compte que finalement, il n'y a rien, il n'y a aucune sécurité dans la vie. Donc toute mon éducation, toute ma culture m'a amené fait comme si je pouvais trouver une sécurité. Alors je la cherche là, je la cherche là, je la cherche là. Et puis au plus vous êtes intelligent, je dirais, au plus vous rendez compte que non, que les maris meurent, que les enfants partent, que le corps vieillit, que l'argent s'en va, qu'il n'y a pas de sécurité nulle part. Si c'est mal compris, c'est
vous êtes là pour une grosse dépression. Si c'est bien compris, c'est une très grande joie. Parce que quand je comprends que tout est à sécurité, qu'il n'y a pas de sécurité possible dans quoi que ce soit, je me rends compte simultanément que s'il n'y a pas de sécurité possible, il n'y a pas de sécurité possible. Parce que la sécurité ne pourrait exister que s'il y avait une insécurité. Il n'y en a pas. Parce que c'est le mot sécurité et insécurité qui sont des surimpositions sympathiques que je projette sur le monde. En vérité, les choses sont ni l'une ni l'autre. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est que dans un imaginaire de recherche de sécurité, que je me suis toujours perdu. Et c'est parce que je cherche la sécurité que j'ai peur. Parce que je ne peux pas empêcher de vous faire écraser demain en traversant la rue. Donc, on ne peut pas vous empêcher d'avoir un cancer, pour vous empêcher qu'il y ait une bombe russe qui tombe sur votre maison cette nuit. Donc, à un moment donné, au plus j'ai cette recherche de sécurité, au plus il y a la peur. Que je me rends compte que tout est insécurité. Et si tout est insécurité, il n'y a pas de sécurité possible. Et s'il n'y a pas de sécurité possible, il n'y a plus la dynamique de chercher la sécurité. Et à un moment donné, la peur de l'insécurité et la dynamique de la sécurité vers la sécurité vont être remplacées par l'écoute. Dans cette écoute, il y a les choses sont ce qu'elles sont. Mais c'est difficile pour notre psychisme, parce que notre psychisme a été éduqué à savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Mais quand un lion mange un zèbre, à un moment donné, vous allez avoir une difficulté de savoir ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bien, ce qui est mal. Ça s'appelle la vie. Vous comprenez que le zèbre trouve ça certainement tout à fait injuste. Vous comprenez que le lion trouve ça tout à fait juste, et que s'il ne mange pas le zèbre, c'est les enfants qui vont mourir de faim. Et ça, il va trouver ça injuste. Et que si je regarde les choses de manière froide et claire, c'est ni juste ni injuste, ça s'appelle la vie. Et donc l'insécurité, la sécurité sont des notions psychologiques. Si vous êtes un moustique, il ne vaut mieux pas avoir de peur. Vous rendez compte, dès que vous voyez quelque chose à manger, cette chose-là peut vous écraser. Vous rendez compte de la vie d'un moustique. Dès qu'il voit un repas, ce repas essaie de l'écraser. La plupart des animaux sont comme ça. Dès qu'ils vont manger quelque chose, ils risquent leur vie. L'animal n'a pas le problème psychologique. Il ne se dit pas quelle insécurité de vivre dans la savane. Non, le zèbre fait ce qu'il peut faire, le lion aussi. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que c'est des catégories psychologiques qui sont surimposées. C'est quelque chose qui est tellement immense, qui est tellement impensable, qu'on ne peut pas le catégoriser. Donc tout élément psychologique vient finalement d'une forme de sémantique, vient d'un mot, et le mot peur, parce que finalement ce mot peur, c'est un mot qu'on a mis sur quelque chose. En vérité, c'est un pressentiment, la peur. Vous avez peur de ne pas arriver, et en vérité, quand je me rends compte qu'on ne peut pas arriver, ça devient un pressentiment finalement qu'il n'y a rien à arriver. Et donc je pense que je peux arriver à quelque chose, il va y avoir la peur, parce que c'est pas vrai, parce que vous allez peut-être ne pas arriver. Et dans la vie, on vous rendez compte qu'il n'y a rien à arriver ou non. Vous avez les capacités que vous avez, moi j'ai les capacités que j'ai. Ni vous ni moi sommes responsables de nos propres capacités. Dans ce que j'ai fait de ma vie, ce que vous faites, on n'a aucune responsabilité psychologique. Si on est intelligent, si on est stupide, si on est lâche, si on est fort, si on est faible, on n'y est pour rien. Donc, à un moment donné, il n'y a plus d'imaginaire de se réjouir de ceci, de s'attrister de cela, parce que c'est pas comme si on avait un choix. Et quand vous pressentez ça, vous allez voir que le mot peur va commencer à bouger, parce que la peur vient vraiment de cette idée que vous devriez arriver à quelque chose. Non, vous devez uniquement arriver à ce que vous arrivez. Il n'y a rien qui manque. Alors, bien sûr, si vous avez des critères sociaux, ça c'est autre chose. Par rapport à votre voisin, peut-être qu'il manque des choses. Et à un moment donné, on est comme on est. Je ne peux pas me comparer à mon voisin, ni physiquement, ni intellectuellement, ni financièrement, ni politiquement. Et vous allez voir la notion de peur, quand je me rends compte qu'il n'y a rien à arriver dans la vie, il n'y a plus la peur de ne pas arriver. Les choses sont ce qu'elles sont. Donc vous devenez à l'écoute de ce qui est là, vous faites ce que vous pouvez.
pour votre environnement, pour vous-même, c'est la même chose. Mais il n'y a plus de possibilité de réussite ou d'échec. Et la peur vient vraiment de l'imaginaire d'une réussite. Il n'y a pas de réussite possible, parce qu'il n'y a pas d'échec possible. Il n'y a pas une telle chose. Par rapport au voisin, il est plus grand, il est plus petit, il est plus riche, il est plus pauvre. Mais par rapport à vous-même, vous êtes comme vous êtes. Je ne suis pas un échec par rapport à mon voisin, ni une réussite. On est tous différents, il y a des lions, il y a des zèbres. Il n'y a pas de hiérarchie dans la vie. Dans la peur, il y a vraiment d'un imaginaire que vous auriez pu, que vous pourriez réussir, et donc, bien sûr, vous avez la peur de pouvoir rater. Et l'idée qu'il n'y a rien à réussir dans la vie. La vie est trop courte, vous n'avez pas le temps, demain vous allez sortir et vous faire écraser. Vous n'avez pas le temps pour réussir quoi que ce soit, ni pour échouer dans quoi que ce soit. Vous êtes comme vous êtes, l'intensité de la vie, elle est maintenant, dans cet instant, il n'y a rien qui manque, sauf dans notre imaginaire. L'imaginaire, c'est une comparaison avec le voisin, mais laissez le voisin tranquille. Vous êtes exactement comme vous pouvez être, comme vous devez être. La totalité de la vie s'offre à nous dans l'instant. Et dans notre imaginaire, la vie devrait être comme ça, pourrait être comme ça. Et là, la peur vient, bien sûr. Donc, il faut vraiment voir que la peur, c'est en même temps, c'est une émotion de base et en même temps totalement purement sémantique. Il n'y a rien qu'on peut réussir, il n'y a rien qu'on peut échouer. Il n'y a pas de telle chose. L'environnement va dire, là tu as réussi, là tu as échoué, bien sûr. Vous gagnez ça, on vous dit, vous avez réussi, vous avez perdu ça, vous avez perdu, bien sûr. Mais on n'est pas le regard de l'environnement. À un moment donné, on se rend compte que quoi qu'il m'arrive, c'est ni une réussite, ni un échec, c'est ce que c'est. Bien sûr, l'environnement va le voir d'une manière ou d'une autre, c'est tout à fait respectable. Les gens plus riches que moi trouvent que je suis pauvre, les gens plus pauvres trouvent que je suis riche, les gens plus grands trouvent que je suis petit, les gens plus petits trouvent que je suis grand. Tout le monde a raison, de son point de vue. Parce que le point de vue que l'autre a sur moi ne peut pas en avoir d'autre. Il y a des gens qui me haïssent, il y en a qui m'aiment, ils ne peuvent pas faire autrement. Je représente quelque chose qui est insupportable ou qui est merveilleux. C'est deux imaginaires. On est comme on est. C'est vraiment tout ça qu'il faut voir. Et vous allez voir à ce moment-là que la notion de peur va vraiment vous quitter parce qu'il n'y a rien que vous puissiez réussir ni échouer dans votre vie. Vous êtes exactement comme vous pouvez être. Vous ne pouvez pas être plus, vous ne pouvez pas être moins. Et avec cette totalité qui vous est échue, qui est votre vie, mais c'est avec ça que vous devez servir votre environnement. Vous n'êtes pas là pour vous-même, vous êtes là pour les autres. Donc, la peur va s'éliminer, vous faites ce que vous pouvez, et vous êtes un autre pour vous-même, donc vous occupez aussi de vous-même. Mais comme vous vous occupez du voisin, vous écoutez, et vous faites ce qui semble fonctionnel. Et puis, le plus intelligent ferait mieux, et le plus bête ferait moins bien, on est comme on est. On accepte sa limite, et la limite ne limite pas quand on l'accepte. Pas de hiérarchie dans la vie. C'est le psychisme qui invente les hiérarchies. Donc la peur, c'est quelque chose qui va vraiment vous devenir étranger. Puis avoir une peur physiologique, elle est nécessaire. Quand un chien vous attaque, il faut avoir peur. L'adrénaline monte, vous allez courir plus vite. Si vous frappez le chien, vous frappez plus fort. Et si vous aurez moins mal. Donc la peur physiologique est nécessaire. Puis la peur psychologique vous empêche de bouger. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être mis en question. Et vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité de réussite ou d'échec dans la vie. C'est ça qui est vraiment important. Que les imaginaires. Que dans les journaux, les réussites et les échecs. Pas croire les journaux. Merci beaucoup. Je ne l'avais pas vu sous cet angle. Je croyais plutôt que c'était le corps qui avait mémorisé de l'agression et qui était toujours en vigilance de subir une autre attaque. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais un boxeur va s'entraîner. Il reçoit 600, 700 coups tous les soirs pendant les 2 heures d'entraînement. C'est des coups beaucoup plus violents
que ce que la plupart des gens qui ont été agressés reçoivent. Et le bosseur rentre chez lui, on lui demande comment ça va, il dit ça va. Tu as été agressé ce soir? Non. Pourquoi? Il y a des gens qui sont au coin d'une rue, reçoivent 2 coups de poing. Il y a des gens qui ne savent pas les donner. Et pendant 20 ans, ils sont traumatisés. Les coups ne traumatisent pas. C'est la résistance aux coups qui traumatise. Je n'aurais pas dû recevoir ces coups de poing. Ça ne pardonne pas. Ça peut durer 20 ans. Pourquoi le boxeur ne va pas voir un psychologue après les 600 ou 700 coups de chaque entraînement? Parce que chaque fois que le boxeur reçoit un coup, il dit merci, merci. Il paye pour ça. Celui qui reçoit les coups dans la rue ne voudrait pas recevoir les coups. Celui qui a été abusé, quand il est jeune, ne voudrait pas recevoir les coups. C'est le refus qui a créé la problématique. Ce n'est pas les coups. Les coups vont laisser des marques physiologiques. Mais on peut être heureux avec des marques physiologiques. On ne peut pas être heureux avec l'idée « je n'aurais pas dû être agressé ». Et ça, c'est notre domaine. Mais je pense qu'il est plus important, c'est de voir que la peur, il y a toujours l'idée que les choses auraient pu être autrement. Non, ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver. Voilà. Quoi qu'il est arrivé, objectivement, scientifiquement, ça ne pouvait pas ne pas arriver, même si c'est la pire des choses. Quand une tempête noie des centaines de personnes, ce n'est pas une méchante tempête, c'est une tempête. Ça ne pouvait pas ne pas arriver. Si j'ai été agressé quand j'avais 3 ans, celui qui m'a agressé ne pouvait pas ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que juridiquement, il ne doit pas payer ses conséquences, c'est autre chose. Mais on vit avec la réalité. Ce qui s'est passé ne pouvait pas ne pas arriver. Je dois vivre fonctionnellement avec ça. Il peut y avoir des marques physiologiques, bien sûr, mais il n'y a plus de marques psychologiques, parce que c'est passé, c'est fini. Je n'ai pas porté toute ma vie ce qui m'est arrivé sur le dos. C'est vraiment important. Les choses doivent s'arrêter en vie. Le corps peut avoir des marques. J'ai souvent dit, j'étais un ami à l'époque avec un ami grec qui a créé le métro d'Athènes. Et cet homme a été enlevé à bonne époque, il y a 40 ans, à Beyrouth, par les Palestiniens. Il a été torturé pendant 3 mois tous les jours. Et il a une hanche qui boite, il est sourd dans l'oreille. Mais il avait compris, chaque fois qu'on venait le chercher, il y avait les pas résonner, la peur montait. Quand on l'attrapait, il avait peur qu'on l'attrape. Ensuite, on le pendait, il avait peur des coups. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait toujours peur de ce qui allait arriver plus tard. Et il a pu être totalement présent. Quand les coups étaient trop forts, il s'évanouissait, on réveillait. C'est un bâchelet d'eau froide. Et quand je l'ai rencontré, c'était intéressant parce qu'il avait des séquelles physiques, mais psychologiquement, il n'y avait plus rien. On a fait un petit travail ensemble, mais il n'y avait plus rien de. Il ne portait pas les choses, c'était fini. Les Palestiniens ont fait ce qu'ils devaient faire, lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ce n'était pas personnel, c'est une représentation. Et même un enfant qui est agressé, bien sûr, l'enfant a une représentation. Si son père l'agresse, si le voisin l'agresse, c'est normal, c'est un traumatisme. Mais l'enfant n'est pas toujours un enfant. À un moment donné, je me rends compte, quand je regardais mon père, la photo de mon père, si mon père est débile, si mon père est comme ça, si mon père ne trouve pas d'autre solution pour être satisfait que de m'agresser, ça veut dire que c'est justifié. Ça veut dire que je ne vais pas faire un procès. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Un chien qui me mord ne peut pas faire autrement. Moi, ce n'est pas un méchant chien. Peut-être que je vais tuer le chien. Mais ce n'est pas un méchant chien. C'est le chien qui lèche, ce n'est pas un gentil chien. C'est d'abord quelqu'un d'autre. Quand on crée une sécurité chez quelqu'un, la personne lèche. Quand on crée une insécurité, la personne mord. On fonctionne tous comme ça. Donc c'est normal qu'un enfant ne puisse pas le comprendre. Et qu'un enfant soit traumatisé, surtout si celui qui l'agresse, c'est quelqu'un pour qui il a de l'affection. C'est évident. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas mon domaine. Mais on n'est pas toujours un enfant. Moi, je dois me rendre compte, je regarde la photo du chien qui m'a agressé, ou du père qui m'a agressé, ou du voisin qui m'a agressé. Je me rends compte que cette personne-là n'avait pas la capacité, il aurait préféré faire de la méditation, il aurait préféré être un sage. Malheureusement, sa seule possibilité pour survivre à ce moment-là était de m'agresser. C'est pas justifié, c'est pas bien, c'est pas moral, c'est ce que c'est. C'est la réalité, je dois vivre avec. Il va rester des traumatismes physiologiques, ça on ne peut pas toucher.
Et à un moment donné, psychologiquement, quand je me rends compte que la gifle que j'ai reçue ne pouvait pas ne pas être là, je deviens comme un boxeur. La gifle ne laisse aucune trace psychologique. Et la mémoire du corps va suivre ce lâcher-prise. Et donc, j'ai le moindre jugement. Donc, je pense que j'aurais pu ne pas être agressé, ou j'aurais dû ne pas être agressé, ou que c'était inadmissible d'être agressé, ou que c'était amoral d'être agressé, ou de penser que j'ai mérité d'être agressé, peu importe. Je ne suis pas avec la réalité. Et là, je vais toujours en souffrir. Un coup est un coup est un coup. La seule fonctionnalité. Alors, tout le monde ne peut pas le faire. Et celui qui ne peut pas le faire, c'est vrai, va toujours porter psychologiquement une forme de difficulté, c'est respectable. Et celui qui peut accepter que ce qui s'est passé ne pouvait pas ne pas se passer, pas parce que c'est justifié, pas parce qu'il le méritait, pas parce que. Non, parce que c'est la réalité. Uniquement là qu'elle peut commencer vraiment à bouger. Vous verrez, ces deux éléments ne sont pas en contradiction. C'est la même chose dit autrement. On va répondu la première fois et ce qu'on vous dit maintenant, c'est ces deux rivières qui vont dans la même direction. Excusez-moi, concernant ça, psychologiquement, si on a fait un travail intellectuellement de ce raisonnement, en fait, c'est pas un raisonnement, c'est logique, mais quand on se dit ça, mais on ressent une résistance à lâcher et de temps en temps, par exemple, moi, de temps en temps, je découvre un mal-être et quand je le regarde et je l'écoute, et je ressens une colère et une rancune et qui m'étonnent des fois. Et en fait, je donne ça à l'univers, mais euh, au, au soir, mais et ça part. Et en fait, sur des moments d'inconfort, quand j'écoute profondément, je me rends compte qu'il y a encore de la colère, encore des images qui reviennent, et encore cette résistance à lâcher cette mémoire, cette image. Oui, c'est tout à fait normal. Alors d'abord, je ne voudrais pas qu'on reste trop dans cette direction parce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas de compétences dans ce domaine. Je répondais tout à l'heure parce qu'on a posé la question. Mais vous avez raison, bien sûr qu'il peut y avoir une colère, il peut y avoir une résistance qui est là, et vous devez accepter cette colère, cette résistance, mais pour nous, vous devez l'accepter tactilement, c'est-à-dire pas être en colère, mais sentir la colère. Donc quand vous avez une colère qui vient par cause d'une situation passée, de ressentir dans la poitrine, dans le ventre, dans la mâchoire, dans les épaules, peu importe, de ressentir tactilement ces éléments-là. C'est là qu'il y a une forme de clarification qui peut se faire, mais ça n'empêche pas de. Encore une fois, je ne suis pas thérapeute, et quand il y a eu un traumatisme complexe, c'est du domaine de la thérapeutique, et ça ne fait pas du tout de ma capacité. Nos réunions sont faites pour finalement voir qu'est-ce qui empêche notre disponibilité à ce qui est essentiel. Donc, occasionnellement, on peut donner quelques éléments qui peuvent ressembler à des éléments thérapeutiques, mais je n'ai pas de qualification du tout là-dedans non plus. Et donc, honnêtement, voilà, quand il y a un traumatisme profond, s'il y a une maladie profonde, il faut avoir un médecin. S'il y a un traumatisme profond, il faut avoir un thérapeute. Je ne peux pas me remplacer ça. Par contre, ce qu'on peut dire dans tous les cas, quelle que soit la profondeur, on va dire, de la traumatisme, que de devenir à l'écoute sensoriellement du traumatisme, quand une colère monte, une rancœur monte, c'est important de ressentir tactilement, un peu comme vous voulez prendre des notes sur quelqu'un qui a une colère, comment est-ce que la personne vit la colère, et au plus, vous allez ressentir la région du corps et la subtilité tactile, comment s'exprime cette région, au plus il va y avoir une forme de disponibilité à
à s'ouvrir à ce qui est là. Et ensuite, bien sûr, il y a selon le traumatisme, il faut des travail thérapeutique, et là, c'est, c'est pas de mon domaine. Merci. En fait, pour poursuivre sur le sujet, c'est vrai que moi j'ai l'impression que la thérapeutique, dans certains cas ça marche plus ou moins et qu'on touche, finalement une limite et que, la «solution» entre guillemets et ben, elle n'est pas justement dans la thérapeutique. En tous les cas, moi c'est mon expérience après des années et des années d'essais de thérapeutiques, diverses et variées, quoi. Vous savez, il n'y a pas de généralité, donc pas d'opinion, chaque personne est différente. Il y a des gens pour qui des éléments thérapeutiques peuvent avoir une valeur profonde, il y en a pour qui ça va avoir moins de valeur. Alors, moi, j'ai pas d'opinion générale sur le sujet, franchement. Mais quand moi, enfin à titre personnel, effectivement, la thérapeutique m'a pas permis, de lâcher, j'aime bien le mot résistance, hein, de lâcher mes résistances et mes attachements. Heu, pour moi, les nœuds sont toujours là et du coup, je veux plus aller vers la thérapeutique, quoi. Donc j'essaye de me tourner, plus vers des gens, comme vous qui ont une autre, manière de voir peut-être plus globale, heu, ou avec un autre axe. Vous savez, sur un certain plan, vous êtes obligé de faire ce que vous sentez. Il n'y a pas de règle dans la vie. C'est à Mmh. vous de ce qui résonne pour vous a une forme de valeur pour vous. Voilà, mais c'est pas nécessaire de tirer des conclusions, on va dire, générales de ce qui résonne pour moi. Donc, il y a des gens pour qui des éléments thérapeutiques sont tout à fait fonctionnels, il y en a pour qui c'est moins fonctionnel, c'est tout à fait vrai. Et vous savez, c'est très individuel. Donc, moi, j'ai pas d'opinion générale là-dessus. Et à un moment donné, c'est vrai que le passé, c'est ce que c'est, mais la vie, elle est quand même dans l'instant, et au plus je vais pouvoir me donner à ces moments de présence, d'écoute, au plus il va y avoir de toute manière une forme de réduction des traumatismes du passé. Et c'est très individuel, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Et le cerveau va Mmh. toujours garder des mémoires profondes. Et moi, j'étais en fin de vie avec mon maître qui avait vraisemblablement une maladie d'Alzheimer, qui n'était pas formulée, mais c'était très clair. Et bon, mais pendant la guerre, il avait été légionnaire pendant 2 ans. Et en fin de vie, des fois, il me demandait de plier la couverture de son lit, comme on faisait à la Légion étrangère. Il me parlait en allemand, je lui répondais en disant: «Je m'excuse, mais parlez-moi en français ou en anglais, mais je ne comprends pas l'allemand». Il me répondait en allemand: «Mais je vous parle en français». Voilà, donc le cerveau est ce qu'il est, et il y a des mémoires qui sont là. Et de la même manière, quand vous avez une balafre sur la joue, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez la voir. Il y a aussi des mémoires psychologiques qui vont rester, mais il y a des moments où il y a une forme de disponibilité, où malgré ces mémoires, qui vont quand même rester là, mais sous-jacente, il y a une espèce de, oui, de joisir, de disponibilité qui est possible, ce qui était le cas de mon maître. Mais ça n'a pas empêché qu'en fin de vie, des traumatismes qu'il avait vécu pendant ces 2 ans de Légion étrangère, qui étaient un peu difficiles pour lui pendant la guerre, mais c'est quand même revenu. Mais il avait d'autres moments où, quand je le poussais en fauteuil roulant, il me disait: «Vous savez, je sens la confusion qui va venir, dans une demi-heure, je ne pourrai plus penser clairement, mais la vie est belle, il faut l'accepter». Voilà, donc les choses ne sont pas blanches ou noires, et chacun a trouvé sa propre dynamique dans ces éléments. Mmh. Merci.
Et bonsoir Eric. Euh, du coup, moi je rebondis un peu sur cette notion d'écoute et par rapport au fait de laisser circuler en fait ce qu'il y a là comme émotion. Et je ressens depuis pas mal d'années maintenant toujours cette difficulté en fait à vraiment être en lien tactile et sensoriel avec les choses. Euh, voilà, c'est pas faute d'avoir, enfin de prendre le temps de me mettre en lien avec mes émotions et vraiment dans le ressenti, mais comme si je sentais que, voilà, comme on parlait de résistance, il y a toujours une résistance, en fait, intérieurement, qui fait que ces émotions ne meurent pas, en fait, bien que j'ai l'impression de les laisser vivre. Voilà, mon témoignage. La vie est créative, plus que nous. Et il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas de problème. Donc quand on dit le sentier des émotions, oui, c'est une piste parmi tant d'autres. Ne le prenez pas à la lettre. Si pour vous, cette piste vous semble peu stimulante ou peu fonctionnelle ou peu opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne vous convient pas. Il y a des tas d'autres manières d'aborder les choses que ce qu'on formule ici. Donc, c'est pas que vous êtes moins doué que quelqu'un d'autre, ou c'est plutôt que vous avez d'autres subtilités, d'autres sensibilités. La vie, c'est une émotion. Donc, il n'y a pas d'effort à faire pour savoir quand vous êtes jaloux, quand vous êtes triste, quand vous êtes heureux, quand vous êtes agité. C'est pas de faire un effort. Quand vous avez froid, quand vous avez faim, quand vous avez chaud, faites pas un effort pour savoir. Vous ne dites pas est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai faim, est-ce que je suis en colère. Non, c'est naturel. Donc, ce qu'on dit, c'est simplement d'être de plus en plus intéressé pour votre fonctionnement. Voilà. Vous voyez une exposition de peinture, comment vous vous sentez après, vous avez mangé un plat italien, comment vous vous sentez après, vous avez vu votre fiancé, comment vous vous sentez après, vous avez embrassé vos enfants, comment vous vous sentez après, vous avez quelqu'un vous a dit que vous étiez un imbécile, comment vous vous sentez après, quelqu'un, voilà, vous avez vu à la télévision quelque chose qui vous choque, comment vous vous sentez après. Donc, c'est pas quelque chose à faire. Bien sûr, quand on formule les choses, on a l'impression qu'on a toujours ce vieux système finalement occidental, pourquoi il faudrait faire les choses, mais il n'y a rien à faire dans les choses se font naturellement. Quand vous sortez dans la rue le matin, vous ne faites pas un effort pour savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid. Donc, il ne faut pas méditer pour savoir ce qui fait chaud, ce qui fait froid, ça se fait tout seul. Donc, vous vous rendez compte que vous êtes en colère, vous vous rendez compte que vous êtes jaloux, vous vous rendez compte que vous êtes agité, vous vous rendez compte que vous êtes déprimé, vous vous rendez compte que vous êtes joyeux. C'est des émotions organiques qui se passent. Et si votre chien vous demande comment tu te sens, vous allez lui dire, ben voilà, je me sens agité, je me sens anxieux, je me sens en paix, je me sens... voilà, c'est organique. Donc, attention de ne pas prendre le sentier des émotions comme une espèce de travail, de yoga des émotions. Nous, on ne rentre pas du tout dans ce genre d'imagination. Non, c'est simplement légèrement d'être ce qu'on dit quand vous avez mangé un repas, vous sentez l'effet du repas. Quand vous quittez un concert, vous sentez l'effet du concert. Quand vous avez couché avec votre femme ou avec votre amant, vous sentez l'effet. Quand vous allez voir une exposition de peinture, vous sentez là, voilà, il y a un effet. Donc c'est simplement d'enregistrer, je dirais, légèrement ces éléments-là. Donc c'est pas quelque chose à faire, sentir l'émotion, je ne vais pas dire je veux sentir, non, il n'y a rien à sentir. Quand vous ne sentez pas quelque chose, vous ne devez pas le sentir, il n'y a rien qui manque. On ne vous dit pas il faut sentir quelque chose, on vous dit rendez-vous compte que vous êtes beaucoup plus sensible que ce que vous le croyez, mais généralement on ne se rend pas compte qu'on sent. Voilà, et si votre chien vous demande comment tu sais que tu es en colère, vous allez dire mais je le sens. Si votre chien vous dit mais comment tu sais que tu es déprimé, vous allez dire mais je le sens. Si votre chien vous dit mais comment tu sais que tu es euh, jaloux, vous allez dire mais je le sens. Donc voilà, donc vous sentez naturellement les choses, c'est pas la peine de faire tout un problème de ça, tout va bien, c'est tout. Alors que des fois, pédagogiquement, on dit oui, alors essayer de sentir la localisation, c'est vrai aussi. Mais ça, je dirais si ça s'impose. Il y a un qui me dit voilà, je sors, j'ai un très gros poids sur la poitrine. Là, peut-être, je veux dire, mais écoute, essayer de sentir, c'est plutôt obscur, plutôt amer, plutôt salé, plutôt astringent, plutôt clair, plutôt en expansion, plutôt... Ça, c'est autre chose. Mais si vous me dites,
j'ai pas vraiment d'impact physiologique qui se remarque de mes émotions, tout va bien. Mais c'est la nature de l'émotion, c'est l'expansion. Quand une émotion elle est laissée libre, elle irradie tout le corps et quand elle irradie tout le corps, elle se vide dans l'espace et elle disparaît complètement. Tout comme un enfant de 2 ans, vous donne un ballon, il est ravi, d'un sang après il voit une souris, il est ravi, d'un sang après il voit une voiture rouge, il est ravi, d'instant en instant. Ça, c'est le fonctionnement organique de la vie. Donc quand on a une chose, après on le tient, on ne veut plus le lâcher, si on le lâche, ça nous manque, mais on a perdu cette spontanéité de l'enfant. Donc on parle simplement de se rendre compte de ces éléments-là. Donc, simplement, quand une émotion est là, profitez-en. Voilà. Ce n'est pas une chose qui est là pour. C'est pas une erreur, c'est pas mal, c'est ce qui est nécessaire. Et donc, vous ouvrez simplement à la vie. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose à faire, il n'y a pas un travail à faire dessus, il n'y a pas une exploration à faire. Même si des fois, vous avez raison, pédagogiquement, des fois, on dit à quelqu'un, essayez de sentir, c'est vrai, mais que s'il y a une spécification qui se marque. S'il n'y en a pas, c'est super. Les émotions vont et viennent, c'est la vie. Vous n'êtes pas obligé de vous approprier les émotions. Vous sentez la colère, vous n'êtes pas en colère. Vous sentez la jalousie, vous n'êtes pas jaloux, c'est ça qui est important. Si j'ai le poing serré, je ne suis pas serré, mon poing est serré. Mon poing est desserré, je ne suis pas desserré. Mon poing est serré, je ne suis pas serré. Mon poing est desserré, je ne suis pas desserré. Mon ventre est serré, je ne suis pas serré. Ma poitrine est serrée, je ne suis pas serré. Et ça, c'est très important. À ce moment-là, quand je vais sentir, je vais aller voir une pièce triste, une pièce suédoise, un théâtre suédois comme dépressif, quelque chose de là, je sens la tristesse, mais je ne suis pas triste. Je vais voir un opéra triste, je sors de là, je dis c'était magnifique. Donc, quand vous vous appropriez pas l'émotion, vous pouvez sentir la tristesse sans être triste, comme les enfants jouent à se faire peur, ils dorment bien. Ils n'ont pas peur. Non, ils se font peur. Celui qui saute d'un élastique, on l'a dit 1000 fois, avec d'un pot avec un élastique à la cheville, il saute pour sentir la peur. Celui qui a peur ne peut pas sauter. Je sens la peur, je dors très bien. Donc sentir la peur vous libère, avoir peur vous bloque. C'est la seule chose à voir avec les émotions, on ne peut pas s'approprier l'émotion. Ce matin, je sentais la tristesse, à midi, je sens l'agitation, le soir, je sens la tranquillité. Tout ça apparaît dans mon écoute, rien à faire avec. Comme je sens une tension dans une région du corps, la détente, une tension, la détente. Ça se fait tout seul, donc on enregistre ces paramètres organiquement, ça s'appelle la vie. Il n'y a pas d'effort à faire. Un enfant, vous dites John n'est pas content, John a faim, John est en colère. Voilà, il ne s'approprie pas l'émotion. Après de nombreuses années d'éducation culturelle et familiale, il va dire j'ai peur, j'ai faim, etc. Oui, mais naturellement, l'enfant dit John n'est pas content, John est en colère, John a faim. Donc c'est de non-appropriation qui nous intéresse. Donc pas d'effort, vous ne perdez rien, ne cherchez pas à sentir quoi que ce soit, laissez-vous faire naturellement. La vie est tellement simple, il n'y a rien à. Il n'y a pas de pâte ou fabriquer quoi que ce soit. On ne perd rien, on ne gagne rien. Oui, voilà, mon témoignage, c'était par rapport à ça, en fait, de ne pas s'identifier aux émotions, surtout quand elles sont plutôt, en tout cas, intégrées comme désagréables à l'intérieur, ou juste, voilà, ce détachement, en fait, de ne pas s'identifier à ce qu'on ressent. C'est de cette difficulté que je voulais parler. C'est tout seul. Des fois, on ne peut pas faire autrement. Quand vous identifiez, tout va bien, mais vous allez voir que ça vous limite. Quand vous avez peur, vous ne pouvez plus bouger. Quand vous sentez la peur, vous courez plus vite. Donc voilà, si vous voulez aller voir Rigoletto à l'opéra, il faut pouvoir sentir la tristesse sans être triste. Sinon, vous allez être déprimé en sortant. Si vous sentez la tristesse, en sortant, vous allez dire c'était magnifique. C'est magnifique de sentir la tristesse quand on n'est pas triste. Ça se fait tout seul, c'est purement artistique. Merci, Eric. Merci à vous.
Monsieur Barré, je voulais savoir si le mot exister, être, avait un sens pour vous. Qui est-ce qui est? Qui est-ce qui existe? Qui est-ce qui écoute? Quand il pleut, qui pleut? Vous dites il pleut. Quand il neige, qui neige? Vous dites il neige. La sémantique est une manière de parler. Ça n'implique pas un sujet. Là, c'est la même chose. Le cœur bat. Vous dites pas je bats, je bats, je bats, je bats. Non, le cœur bat. Quand vous marchez, vous dites pas je marche, je marche, je marche. Non, ça marche. Rendez-vous compte si un mille pattes devait marcher volontairement? Non, le mille pattes, ça marche tout seul. Là, c'est pareil. Et quand vous pensez, ça pense tout seul. Vous avez fumé du hachis, vous avez pris du LSD, vous êtes de droite, vous êtes de gauche, vous ouvrez la télévision, il y a tel politicien qui apparaît, hop, et vous pensez ça. Notre politicien, hop, et vous pensez ça. Vous ne pensez pas, vous êtes pensé. La pensée est mécanique, mais il n'y a pas de penseur. Le penseur, c'est une pensée. Il y a la pensée chou-fleur et il y a la pensée penseur. Vous ne prenez pas pour un chou-fleur, vous ne prenez pas pour un penseur. Il n'y a pas de penseur. Ce qu'on appelle penseur, c'est une pensée. Donc, accoler à jeu une qualification, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est pour ça que les musulmans ne supportent pas la représentation, parce que c'est une association. Le jeu ne peut pas être associé. Donc, quand je dis je marche, c'est de l'idolâtrie. Non, ça marche. Je ne dis pas ça circule, ça circule, ça circule. Non, le sang circule. C'est pas vous qui circulez. C'est pas vous qui digérez. Ça digère tout seul. C'est pas vous qui cicatrisez. Ça cicatrise tout seul. Quand vous cicatrisez pas, vous digérez pas, vous marchez pas, vous pensez pas. Ça se fait tout seul, mais par la sémantique de la vie, par le langage, euh, c'est une expression. C'est comme quand vous dites le matin, le soleil se lève. C'est pas vrai, le soleil se lève pas le matin. Mais dans notre civilisation conviviale, quand vous dites le soleil se lève, ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que le soleil se lève. Quand vous dites il neige, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quelqu'un neige. Et quand vous dites je marche, ça veut pas dire que vous marchez. Ça veut dire quelque chose, mais c'est pas personnel. C'est uniquement un problème de sémantique. Il y a action, mais il n'y a pas d'acteur. Anne Wells, dans mon inspiration, avait écrit un jour des millions de livres ont été écrits, mais personne n'a jamais écrit un livre. Voilà.
Du coup, j'ai une petite question pratico-pratique. J'habite la ville d'Amiens et connaissez-vous quelqu'un qui, sur cette ville, est capable de transmettre votre yoga? Parce que c'est vrai que j'aimerais continuer, si vous voulez, ce chemin. Vous savez, nous, notre approche est solitaire. Vous devez faire ce qu'a fait le premier yogi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est allé voir? Quelle vidéo il a regardé? Quel livre il a acheté? Non, non. Il s'est assis, il a écouté, ça vous pouvez le faire. Et dans cette écoute, ce qu'on appelle le yoga, c'est quoi? Le yoga, c'est les mouvements du corps qui sont les plus fonctionnels pour l'organisme humain. Si vous étiez un cobra ou un zèbre, vous avez d'autres formes de yoga. Et les êtres humains, vous avez des articulations, c'est à peu près les mêmes. Et donc, vous allez partir de là et vous allez explorer. La nature du corps, c'est le mouvement. Donc, vous allez vous asseoir sur une chaise ou sur un tapis, vous êtes à l'écoute. Et dans cette écoute, sans passé, sans futur, c'est la sensation du corps va s'imposer naturellement parce que quand vous ne pensez pas, le ressenti du corps s'impose. Vous allez sentir le contact avec le tapis. Est-ce que c'est plutôt de la laine, du coton, du métier, du fil, de la rayonne, de la soie, du synthétique? Le corps, les fesses, les cuisses, les pieds vont vous donner la réponse. Vous allez sentir vos vêtements. Qu'est-ce que c'est comme texture, comme textile? Vous allez sentir la pression de l'air, la température, la chaleur, l'humidité. Puis vous allez rester tranquille. Éventuellement, la respiration peut apparaître. Et puis comme la nature du corps, c'est le mouvement, mais vous allez des fois, un bras va se lever ou va s'ouvrir, ou deux bras, ou vous penchez un peu en avant, un peu en arrière. Et puis, c'est vraiment comme un orchestre, comme quand vous allez à un opéra avant le début, avant un concert, les musiciens, il y a une forme de cacophonie qui progressivement va s'intégrer. Là, c'est pareil, au début, il y a des morceaux, il y a un bras, il y a une jambe, il y a une tête. Et puis après, vous allez voir, en explorant la résistance de l'air, en explorant le simple fait de sentir, il y a quelque chose qui va c'est un peu comme un orchestre qui va se créer. La nature du corps, c'est de rien sentir, c'est vraiment comprendre. Donc, quand je suis, sauf si je suis malade, mais si je ne suis pas malade, on ne sent pas le corps. Quand on ne sent pas le corps devient une caisse de résonance pour l'environnement. Sentez le froid, sentez le chaud, sentez la dépression de quelqu'un, la peur d'un autre. Le corps, c'est une antenne. Quand il est pris par l'intérieur, il perd sa capacité de sensibilité. Mais quand il est à l'écoute, il devient comme une éponge qui s'ouvre tout en disponible à l'environnement. Et on ne sent rien dans le corps. Donc, le jeu va être de faire des mouvements, quels sont les mouvements que je peux faire sans rien sentir. Quand je vais bouger un bras, et à un moment donné, éventuellement, il y a la sensation d'une épaule apparaît. Quand je sens quelque chose, c'est qu'il y a une activité musculaire au-delà de ma capacité parce que le corps est formaté pour pouvoir bouger sans rien sentir. Donc, quand je me penche en avant, je sens mon dos, mes hanches, c'est qu'il y a une tension. Et le but du yoga, c'est de découvrir à quel point on est tendu. La plupart des gens dans la rue, on dit comment vous sentez? Je suis détendu. Donc, on les met dans des poses du yoga un peu bizarres, ils vont se rendre compte combien les hanches, les épaules, le dos, c'est que tension. Donc, c'est une exploration de ces tensions. Vous allez faire des micro-mouvements, pas les mouvements qu'il y a dans les livres du yoga gymnastique, mais des mouvements qui s'imposent naturellement. Vous allez jouer, et puis on peut jouer debout, on peut jouer allongé sur le ventre, sur le dos, sur le côté, à genoux, jambes croisées, ainsi sur le jet. Vous allez explorer les mouvements vers l'avant, torsion, vers l'arrière. C'est vraiment un jeu. Il faut que ça vienne comme ça. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de trouver un yogi, vous n'avez pas besoin de trouver un séminaire. Explorez comme ça. Si c'est nécessaire, la vie vous amènera à rencontrer des gens qui pourront vous aider. Mais la seule chose qui peut vraiment aider, c'est l'écoute. Personne ne pourra jamais remplacer l'écoute. Si vous avez cette écoute, vous avez besoin de personne. Et si vous n'avez pas l'écoute, quitte ce que vous rencontrez avec quelqu'un, ça ne servira à rien. Donc, donnez-vous à cette écoute, vous êtes créatif, vous êtes très sensible. Explorez. Qu'est-ce que je peux faire comme mouvement sans créer le corps? Voilà. Dès que je sens la moindre sensation, c'est au-delà de ma capacité. Ce qu'on appelle une tension musculaire, ce qu'on appelle sentir le corps, c'est sentir une tension. Quelqu'un dit je sens mon dos, ça veut dire quoi? J'ai une tension dans le dos. Quelqu'un dit je sens mes dents, mais il faut avoir un dentiste, c'est qu'il y a une tension dans les dents. Vous sentez votre cœur, mais il faut avoir un cardiologue. Donc, quand le corps sent quelque chose, c'est un signe de faire attention à cette chose. Vous mettez les pieds sur un clou, vous sentez le clou, on ne met pas les pieds sur les clous.
dont le corps vous donne des indications. Et normalement, le corps ne doit rien sentir, dans cette non-sensibilité. Il va y avoir une exploration qui va se faire. C'est un jeu, c'est comme un Mikado. Vous vous devez sortir une branche sans faire tomber le reste. Là, je dois arriver à faire un mouvement sans créer de hanche, sans créer de corps, sans créer d'épaule. Je suis un peu trop loin. Je reviens, ça lâche, et je repars. Je vais un peu moins loin, jusqu'où je peux aller. Et je m'arrête avant de créer la sensation d'un corps. À ce moment-là, j'oublie le corps, j'oublie uniquement le souffle. Le souffle est toujours dans l'espace, il n'y a pas de souffle corporel, ce n'est pas la physiologie. On remplit envie de l'espace naturellement. Puis on revient, c'est un jeu. Puis en jouant, vous allez trouver la règle du jeu. Comme a fait le premier, il n'avait pas d'autre solution, et c'est la meilleure des manières. Faites des économies. Juste pour finir sur un petit exemple, je l'ai trouvé amusant à l'époque par rapport à la question précédente, sur le fait que tout est formulation. Quand j'étais très jeune, j'étais à un repas chez mon maître, chez Jean Klein, et un homme sympathique qui se fait appeler Wewoué, son vrai nom c'était un Irlandais qui s'appelait Terence Gray, est venu manger. Et Terence avait écrit sous le nom de Wewoué beaucoup de livres. Jean Klein n'a pas encore publié ce livre. Et pendant le repas, on parlait un peu de l'essentiel. Et à un moment donné, Terence dit à quelqu'un à table, oui, je ne comprends pas les gens qui enseignent parce que finalement, il n'y a rien à enseigner. Jean Klein acquiesce. Et puis un peu plus tard dans le repas, Jean Klein dit à quelqu'un d'autre, je ne comprends pas les gens qui écrivent parce qu'il n'y a rien à écrire. Et le bruit a acquiescé. Voilà, ça c'est les formulations. Ce qui est important, c'est l'écoute. Tout le reste est anecdotique. Merci d'avoir été là. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Merci Eric, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci Eric. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.